Qu'est-ce que l'appareil circulatoire? Eh bien, tout simplement, l'appareil circulatoire, c'est un petit peu le carrefour qui va permettre tous les échanges au niveau d'un organisme. Et pour ça, il va falloir un contenant, le système circulatoire, et un contenu, le plus souvent le sang. Alors, on prendra l'exemple chez l'homme, mais vous avez différents types d'appareils circulatoires, on les évoquera en fin de cette séquence. Mais chez l'homme, vous avez avant tout le système circulatoire qui est composé de vaisseaux sanguins. Vous en avez différents types, les veines, les artères, et puis lorsqu'elles sont plus petites, on va parler de capillaires. Et puis vous avez, pour mettre en mouvement le sang, parce que le sang il n'est pas inerte dans l'organisme, une pompe, un muscle, qui est le cœur, qui va mettre en mouvement dans le système circulatoire le contenu, c'est-à-dire le sang. Alors on va commencer par le sang. Le sang, c'est un liquide qui contient des cellules sanguines. Le liquide, si on l'isole, on peut le faire par ultracentrifugation, c'est-à-dire on va faire tourner très très vite du sang, on va séparer les éléments selon leur poids, et bien on va constater qu'il y a une phase liquide, transparente, de couleur un petit peu jaune, qui est le plasma, qui est constitué principalement d'eau, de sels minéraux et autres, et puis une partie sur le fond de votre tube que vous aurez ultracentrifugé, qui est la partie contenue dans le sang et qui constitue les cellules sanguines. Alors il y a différents types de cellules sanguines. Vous avez tout d'abord les globules rouges, qu'on appelle aussi les hématies. Ce sont ces globules rouges qui vont être responsables du transport des gaz respiratoires, puisqu'ils contiennent un pigment qui est l'hémoglobine, qui capte l'oxygène et le dioxyde de carbone. Donc les globules rouges, ils n'ont qu'un rôle, c'est de conduire les gaz respiratoires dans le sang. Et puis vous avez toute une série de cellules que sont les globules blancs. Alors eux, ils sont responsables de la défense immunitaire de l'organisme, à savoir, lorsqu'il y a une infection, un virus ou des éléments dangereux pour un organisme, eh bien vous avez tout un système de cellules qui se met en route, que ce soit des macrophages, des monocytes, des lymphocytes, qui vont défendre l'organisme en fonction de l'attaque qu'il subit. Donc ça, ce sont les globules blancs. Et puis vous avez une dernière catégorie de cellules sanguines, qui sont les plaquettes. On parle aussi de globulins. Alors ces plaquettes, elles ont un seul rôle, c'est lorsqu'il y a une coupure, une rupture du système circulatoire, au niveau d'une veine, d'une artère ou autre, eh bien, elles vont s'agglutiner pour finalement colmater la brèche et provoquer ce qu'on appelle la coagulation du sang, qui entraînera la formation d'une croûte pour boucher le trou qui a eu lieu dans l'appareil circulatoire. Il y a des maladies où le fonctionnement de ces plaquettes n'est pas optimum, c'est ce qu'on appelle l'hémophilie, où les plaquettes n'ayant pas leur fonctionnement normal, eh bien, si l'appareil circulatoire subit une attaque, une coupure, eh bien, le sang continue à couler si jamais on ne va pas injecter au patient des éléments qui vont rendre plus fonctionnelles leurs plaquettes. En tout cas, les plaquettes, elles sont responsables de la coagulation. Donc, dans le sang, vous avez un rôle multiple du sang. C'est d'abord le rôle de transit des éléments. On l'a vu lors de la digestion et de l'absorption, il va aussi transporter tous les nutriments. Le glucose, les acides gras, les acides aminés, les vitamines, l'eau. Donc c'est vraiment le siège du transport au niveau d'un organisme. Mais il peut transporter aussi des éléments qui sont fabriqués par l'organisme. Je pense à des hormones, je pense aux enzymes. Bref, c'est le carrefour qui permet de conduire les éléments tout au long des cellules de l'organisme. Alors nous venons de voir le contenu de l'appareil circulatoire, le sang. Voyons maintenant ce qui le contient, c'est-à-dire le contenant, le système circulatoire à proprement parler. Alors il y a différents types de vaisseaux dans un organisme. Vous avez des veines, vous avez des artères et vous avez des capillaires. Alors lorsqu'on regarde le schéma de l'appareil circulatoire, on constate, si on veut le simplifier, qu'il est constitué de deux boucles. Une boucle plus petite qui part du cœur et qui va directement vers les poumons, que l'on nomme la boucle pulmonaire, c'est-à-dire la circulation pulmonaire, ou encore appelée petite circulation. C'est donc la boucle qui amène finalement le sang riche en gaz respiratoire. Et puis vous avez une seconde boucle qui est plus grande. Alors bien sûr, elle ne va pas que vers le bas. Théoriquement, elle va vers les membres supérieurs, vers la tête. Enfin, elle va vers tous les organes. En tous les cas, on l'a simplifié par une grande boucle. On parle de grande circulation ou encore de circulation systémique ou circulation générale. C'est la boucle qui va amener le sang du cœur vers les organes ou des organes vers le cœur. Alors une première idée reçue qu'il ne faut pas garder en mémoire, c'est de dire que dans les artères, on a du sang riche en oxygène, et dans les veines, on a un sang riche en dioxyde de carbone. Alors, cette idée n'est pas totalement fausse, simplement, si l'on revient sur la boucle pulmonaire, on constate que ce qui amène le sang du cœur vers les poumons, c'est une artère, l'artère pulmonaire. Or, cette artère, théoriquement, est donc chargée en dioxyde de carbone, puisqu'elle va amener le sang riche en dioxyde de carbone vers les poumons, donc vers les alvéoles, pour l'évacuer. On ne peut pas donc dire qu'une artère pulmonaire est riche en oxygène.
Et à l'inverse, si on regarde la veine pulmonaire, c'est elle qui va amener des poumons jusqu'au cœur le sang qui vient d'être renouvelé en oxygène. On ne peut pas donc dire que cette veine-là est riche en dioxyde de carbone, mais en oxygène. On ne peut donc pas dire qu'une artère est toujours une artère qui contient du sang riche en oxygène et une veine, un vaisseau qui est riche en dioxyde de carbone. En d'autres termes, pour avoir une définition la plus fiable, la plus juste possible, on va dire qu'une artère, elle amène le sang du cœur vers les organes, ce qui sera toujours valable quelle que soit la boucle, si on le vérifie. Une artère amène bien le sang du cœur vers les poumons ou du cœur vers les organes. Et à l'inverse, une veine, c'est un vaisseau qui amène le sang des organes vers le cœur ou des poumons vers le cœur. Alors avant d'aborder le cœur, pour terminer avec cet appareil circulatoire, on constate donc qu'il est constitué de deux boucles, mais également que le sang circule à sens unique, dans un seul sens. Vous n'avez pas d'aller-retour du sang dans le système circulatoire. Et puis on constate aussi que c'est un circuit fermé. On sait qu'il existe des organismes avec un système circulatoire ouvert, c'est le cas par exemple de l'escargot, qui a des vaisseaux qui sont tout ouverts à un moment donné dans l'appareil circulatoire et qui vont avoir du sang qui circule indifféremment dans l'organisme. Ce n'est pas le cas chez l'homme. Le système est fermé, il est donc à double boucle et il circule le sang en sens unique. Alors on va aborder maintenant la question du cœur, qui est en fait le moteur qui va mettre en mouvement le sang dans le système circulatoire. Donc le cœur, c'est avant tout un organe creux, c'est un muscle qui va se contracter de manière rythmique et automatique. Théoriquement, on ne contrôle pas le rythme cardiaque, sauf bien sûr ceux qui font du yoga ou autres qui arrivent à le faire, mais en tout cas, de manière normale, ça se contracte de manière rythmique et automatique. Alors qu'est-ce qui se passe? Votre cœur, si on regarde sa structure anatomique, c'est un organe creux, mais qui est bien séparé en son centre en deux cavités. La cavité gauche et la cavité droite. La cavité gauche est elle-même subdivisée en deux sous-cavités. Vous avez une oreillette gauche et un ventricule gauche. Et à l'inverse, vous avez une oreillette droite et un ventricule droit. Alors qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, lorsque le sang pénètre, vous allez avoir une mise sous pression par la contraction du cœur du sang qui va pouvoir être progressivement évacué sous forme de pulsation cardiaque et de rythme cardiaque et donc circuler dans l'appareil circulatoire. Donc le cœur, c'est un organe, je le redis, creux. La partie musculaire, on l'appelle le myocarde, c'est la partie du muscle qui se contracte. Quand vous faites un infarctus du myocarde, c'est que le tissu musculaire qui est censé se contracter ne fonctionne plus ou ne fonctionne plus correctement. Et puis vous avez donc une oreillette et un ventricule qui sont séparés par des petites valvules qui vont s'ouvrir et se fermer. Alors on ne va pas rentrer dans le détail de la contraction. Sachez simplement que lors de la systole, vous avez la contraction du cœur, et lors de la diastole, vous avez le relâchement. Donc lorsque le cœur se contracte, d'où le bruit, lorsqu'on écoute au stéthoscope, vous avez un double bruit qui est en fait systole-diastole, section de contraction et section de relâchement. Donc le sang est mis en circulation grâce au cœur, et puis va pouvoir alimenter toutes les cellules de l'organisme en oxygène, ou récupérer le dioxyde de carbone, ou bien en nutriments, ou dans tout élément qui va permettre de gérer un petit peu le fonctionnement du corps, les hormones et autres. Voilà le rôle de l'appareil circulatoire. Alors attardons-nous quand même sur la différence entre une veine, une artère et un capillaire. On a vu tout à l'heure que les veines amenaient le sang de l'organe vers le cœur et les artères du cœur vers les organes. Mais si on regarde anatomiquement la particularité d'une artère, eh bien on constate d'une part que les artères en général sont circulaires, de section circulaire. Deuxième caractéristique, elles sont assez épaisses au niveau de leurs parois, et qui plus est ont une paroi élastique, c'est-à-dire qu'elles vont répercuter finalement la contraction du cœur, et donc la pression sanguine est répercutée par élasticité, ce qui explique lorsqu'il y a une section d'une artère que le sang se propulse à travers l'artère par saccade, puisque vous avez cette élasticité. Et puis en revanche, quand on regarde une veine, eh bien on va constater que d'une part, elles ont souvent une forme un peu diffuse, pas forcément circulaire, elles sont plus fines et non élastiques, et puis lorsqu'on regarde une veine, on constate aussi qu'elles ont la particularité d'avoir des petites valvules. Alors ces petites valvules, elles ont un rôle très simple, exemple dans la jambe, lorsque le sang est obligé de remonter, eh bien le poids de la pesanteur n'aide pas à cette remontée, eh bien ces petites valvules vont servir de support, de reposoir pour le sang, qui plus facilement, par palier, pourra remonter vers le cœur pour pouvoir à nouveau être distribué dans les autres vaisseaux.
Et puis lorsqu'une veine devient plus petite, on va l'appeler vénule, et puis lorsqu'elle sera encore plus petite, on parlera de capillaire, et c'est souvent au niveau des capillaires que vous avez les échanges, parce que les capillaires, ce sont des vaisseaux très très fins. Et puis, à l'inverse, lorsque vous avez une artère qui devient plus petite, on parle d'artériole, la veine et l'artère se rejoignent à un moment ou à un autre par le biais de capillaires. On parle de lits capillaires, ce que l'on voit là, et ces lits capillaires, vous les avez, on les a évoqués au niveau notamment des alvéoles pulmonaires, au niveau de l'intestin grêle, au niveau de l'extrémité des membres, supérieurs et inférieurs, en général des capillaires, là où vous avez des zones d'échange. Alors on vient de voir en détail l'appareil circulatoire de l'homme, mais il existe d'autres types d'appareils circulatoires avec des spécificités, même si plus on va vers l'évolué, c'est-à-dire plus on va vers les mammifères, plus le système est complexe. Je prendrai un premier exemple, celui des poissons, où vous avez un cœur avec une seule cavité. Vous n'avez pas comme chez l'homme des sous-cavités avec un cœur bien séparé en son centre. Et puis si on veut aller un petit peu plus dans la complexité, on a aussi chez les reptiles un cœur qui est imparfaitement cloisonné, c'est-à-dire que la cloison centrale n'est que partielle, et vous avez donc un mélange du sang qui va se faire, donc le système n'est pas totalement performant. Et puis bien sûr, chez les mammifères, on l'a dit tout à l'heure, vous avez un cœur bien séparé avec deux oreillettes, deux ventricules qui sont des sous-cavités de ces deux cavités séparées, avec un sang qui ne se mélange pas, le sang riche en CO2 et le sang riche en oxygène ne se mélangent pas, ce qui n'est pas le cas chez les reptiles. Et puis, on a vu que chez l'homme, le système était fermé. Je le redis, chez les escargots notamment, vous avez un appareil circulatoire, et vous l'avez sur ce schéma, où les vaisseaux, à un moment donné, sont ouverts, le système est ouvert, et donc vont baigner les cellules, et puis à un moment donné, réintégrer, ce sang réintègre les vaisseaux qui sont toujours ouverts, et vous avez une circulation qui se fait à ce niveau-là. Donc ce n'est pas un circuit fermé comme chez l'homme, mais un circuit ouvert, donc il existe une grande variété d'appareils circulatoires en fonction des différents êtres vivants.